En manchette aujourd'hui, la CNESST dévoile son enquête après le décès d'un travailleur à Rouyn-Noranda et un nouveau projet pour soutenir les jeunes entrepreneurs d'Amos. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, on revient sur cet accident de travail qui a coûté la vie en septembre dernier à un employé de l'entreprise Galarno Entrepreneur Général. Alexis, la CNESST dévoilait ce matin les conclusions de son enquête. Oui, et c'est le manque de vigilance et le manque de procédures adéquates. C'est ce qui aura coûté la vie à un employeur de l'entreprise Galarno Entrepreneur Général au site minier Éléonore. Vous allez voir une simulation de la scène vidéo à l'écran dans les prochaines secondes. Le jour de l'accident, le représentant de l'employeur s'affirmait à des réparations d'une pelle hydraulique. Pour le faire, il est monté sur une benne dans sa camionnette qui était positionnée à l'arrière de la pelle hydraulique. Un contrepoids de 13 500 kg de pelle. La CNESST qui mentionne qu'il y aurait deux causes à cet accident. D'abord, une absence des procédures de maîtrise des énergies et la répartition du poids qui a été exposé la victime à être frappée par le contrepoids. Donc, en gros, une mauvaise répartition du poids lors du démantèlement de la pelle, ainsi que la gestion des risques associés à ces travaux qui n'a pas été adéquatement assurée par l'employeur, l'entrepreneur, ainsi que la minière. Il faut quand même mentionner qu'il s'agit de travaux qui sont inhabituels. La CNESST mentionne que certains éléments auraient pu être mis en place pour bien prévenir l'accident, assurer une meilleure procédure de contrôle d'énergie, ainsi que mieux identifier les risques et effectuer une analyse de la scène afin de procéder aux opérations. On écoute Steve Mécan, le directeur de la prévention de l'inspection de l'Abitibi-Témiscamingue. L'employeur doit élaborer une procédure de contrôle des énergies puis s'assurer qu'elle est mise en application. Aussi, lors de travaux inhabituels, l'employeur doit identifier les risques, les analyser puis s'assurer qu'il y a des procédures de travail sécuritaires qui sont élaborées et s'assurer encore une fois que les travailleurs les appliquent. Il faut mentionner que la CNESST a un an après l'accident afin de pouvoir déterminer si elle va de l'avant ou non avec des constats d'infraction. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise puisqu'il y a une analyse qui sera effectuée prochainement. Un triste événement. Merci, Alexis. Et maintenant, c'est au tour de la Confédération des syndicats nationaux de s'opposer à la réforme du régime forestier. La CSN estime que le projet de loi du gouvernement Legault doit être revu puisque l'intérêt des travailleurs de la forêt n'a pas été pris en compte. Pour l'ensemble des syndicats du secteur forestier, il faudrait que la gestion de la forêt publique soit confiée à des sociétés régionales d'aménagement et que le gouvernement devrait considérer aussi l'économie de chaque région avant de transférer les garanties d'approvisionnement en bois de la forêt publique. Et sur un tout autre sujet, vous en avez peut-être déjà vu quelques-unes, les chenilles sont de retour et encore plus particulièrement à Rouyn-Noranda. Toutefois, des spécialistes affirment qu'elles seront moins nombreuses cette année. En 2024, l'Abitibi-Témiscamingue représentait 90 % de la superficie totale infestée au Québec, avec le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. La zone où l'on retrouve la livrée des forêts risque de se déplacer vers le nord à mesure que les températures augmentent. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande épidémie livrée des forêts, êtes-vous préoccupé par l'infestation de chenilles qui s'attaquent à la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la centrale Coworking d'Amos dévoile son projet pour soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'organisme à but non lucratif lance une campagne de sociofinancement dans l'objectif de financer une série d'ateliers et de conférences pour les jeunes entrepreneurs de la MRC d'Abitibi. 25 000 $ devront être amassés dans les prochains mois pour permettre à l'organisation de dévoiler la programmation d'activités entrepreneuriales à la fin octobre. Située au centre-ville d'Amos, la centrale cherche à se faire connaître pour épauler la communauté de jeunes entrepreneurs de la MRC. On passe maintenant en santé. Si vous avez eu à vous rendre à l'urgence dans la dernière année, vous avez sans doute remarqué les temps d'attente qui ne font qu'augmenter. C'est ce que révèle l'Institut économique de Montréal dans son rapport qui place tout de même la région sous la moyenne québécoise. Un reportage de William Maillé.
4h36. C'est le temps d'attente médian que les patients de l'Abitibi-Témiscamingue ont passé à l'urgence l'an dernier. C'est une augmentation de 13 minutes par rapport à 2023. Et il faut noter quand même qu'il s'agit là d'un temps beaucoup plus rapide que la moyenne, plutôt que la médiane au Québec qui s'élève à 5h23. Donc on fait mieux, on est parmi les bonnes provinces, plutôt les bonnes régions, pardonnez-moi. Par contre, on voit quand même que ça augmente. L'hôpital de Rouyn-Noranda est celui en région où l'on attend le plus, soit plus de 6 heures. Tous les autres hôpitaux ont également vu une hausse du temps médian d'attente, sauf celui de Témiscamingue-Kippawa, qui affiche le 3e temps d'attente le moins long au Québec. Dans l'absolu, certes, on fait mieux, mais si on ne fait que regarder la région à travers le temps, l'augmentation du temps, il est alarmant. Il est alarmant et c'est pour cette raison notamment qu'on doit s'assurer de la réduire parce qu'encore une fois, ce sera les Abitibiens et les Témiscamiens qui vont en faire le prix. L'arrivée de la main-d'œuvre de l'extérieur, comme les infirmières d'équipes volantes, a permis à la région d'éviter une augmentation plus importante. Je pense que ça vient aider la région davantage pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qui vient soigner les Québécois et les Québécoises. Maintenant, quand on compare à des régions comme Laval, où c'est 8 heures de temps d'attente typique, d'autres régions où on est plus près de 7 heures, je pense que quand même, avec un 4h36 pour cette année, on se démarque. L'Institut économique de Montréal recommande une refonte du modèle de système de santé québécois qui inclurait plus de services au privé. Le gouvernement a augmenté son budget d'opération en santé de 50% au minimum depuis son arrivée au pouvoir. Donc, c'est pas une question de ne pas mettre assez d'argent dans le réseau de santé, mais c'est de dire que ça prend une nouvelle architecture pour assurer de bien soigner les Québécois et les Québécoises. L'Institut économique de Montréal s'attend à ce que la situation dans les urgences se dégrade encore et à ce que le temps d'attente augmente dans les prochaines années. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. William Maillet, RNC Nouvelles. Et parlons maintenant du travail fait auprès des populations vulnérables. Les travailleurs de rue de l'organisme Arrimage ont un nouvel outil pour faire connaître leur profession et aussi faciliter leur approche avec le public. Anthony Dallaire a rencontré l'un des instigateurs du projet. On est venu vous donner une grosse nouvelle aujourd'hui. L'ouverture de la première chaîne YouTube de Arrimage Jeunesse. Ouais! Concrètement, c'est quoi cette page YouTube-là et ça part d'où? C'est pas nouveau dans le fond qu'Arrimage, on veut faire des vidéos sur le net. On en a fait par le passé, moi et mon ancien collègue. Ça avait quand même bien fonctionné. Puis le travail de rue, dans le fond, c'est de rejoindre les gens dans leur milieu, créer des liens de confiance avec eux. Donc, le net, en fait, le web, les réseaux sociaux, c'est vraiment un milieu de vie des jeunes et des moins jeunes. Fait qu'on veut être présent là-dessus puis se faire connaître. Beaucoup de personnes sortent moins de chez eux. Puis si par le biais de ces vidéos-là, ils peuvent apprendre à nous connaître en tant qu'humains, savoir qui on est. Puis c'est quoi notre rôle? Bien, déjà, on a un pas de fait vers l'avant avec ces personnes-là. Puis s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin de jaser à quelqu'un, bien, ils vont nous connaître, ils vont savoir qui on est. Mais c'est ça ma prochaine question. Pourquoi c'est important de vous connaître, vous, en tant que travailleur? Bien, comme je disais, notre métier, c'est un métier qui est quand même méconnu, qui est très flou pour les gens. Fait qu'à chaque année, nous, on travaille fort pour faire connaître notre travail, notre approche. Donc, de le faire justement là, sur les réseaux, je pense que c'est une bonne façon de se faire connaître. Ouais. Et concrètement, ça va être quoi les thèmes abordés dans votre chaîne YouTube? Ça va dépendre de notre brainstorming qu'on va faire avec le futur, mais déjà, on a plein de projets. Premièrement, les enjeux du travail de rue, un peu sur la réduction des méfaits, sur certains problèmes sociaux que les jeunes ou les moins jeunes peuvent vivre, comment on peut informer les gens. Fait que ça va être à titre informatif et selon les besoins aussi qui vont ressortir suite à nos premières vidéos. Ouais. C'est ça, donc vraiment de toucher le plus de thèmes possibles qui peuvent rejoindre le plus de monde possible. Exactement, c'est ça. Fait que ça va être à voir, mais pour l'instant, on a déjà plusieurs idées de concepts pour des vidéos qui soient un peu humoristiques ou qui soient vraiment informatifs, préventifs. On va voir, mais on a un peu la carte blanche là, à ce niveau-là. Ouais. Ça va vous servir d'outil pour vous et pour le public. Concrètement, comment ça va vous aider à faire justement mieux votre travail avec le public? Bien, premièrement, il y a des gens peut-être qui me croisent dans la rue souvent, qui se demandent qui je suis. Mais ils me voient souvent parce on observe, mais les gens nous observent aussi. Puis peut-être d'avoir vu cette vidéo-là, ça va permettre de faire le premier pas pour me rencontrer. Puis ils vont faire comme « Hey, lui, il fait de la musique, on connaît ses passions, on sait un peu c'est qui. » Bien, je vais oser aller le voir puis dire salut, tu sais. Fait que nous, c'est vraiment un premier pas vers la prise de contact, la création de liens, qui est vraiment ça le travail de rue.
Ouais. Vous n'êtes pas juste des personnes qui vous promenez, je veux dire, vous avez une personnalité derrière le sac à dos, derrière la casquette. Exactement. Le travail de rue, c'est qui on est. Moi, ma rue ressemble pas nécessairement à celle de mon collègue parce qu'on est différents. On a des passions différentes. Les gens qu'on attire, on va dire, sont un peu différents aussi. Fait que de faire connaître notre personnalité à travers ça, bien, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec les gens puis d'échanger aussi dans le positif parce qu'on n'est pas juste là dans le négatif. Benoît, merci. Bien, merci à toi. Et au culturel, l'auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille vient présenter son tout dernier spectacle dans les théâtres de la région cette semaine. Il jongle entre les différents instruments et les styles musicaux. Il décrit son spectacle Ultraviolet comme une expérience musicale à la fois intime et énergique. La mise en scène du spectacle a été faite par l'humoriste Laurent Paquin. Il est au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir. Il se dirigera vers Val-d'Or, Amos et Ville-Marie au courant de la semaine. Et au sport, il y a quelques semaines, les Huskies de Rouyn-Noranda annonçaient qu'ils disputeraient un match préparatoire face aux Wolves de Sudbury, qui évoluent dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario. Eh bien, les deux équipes vont aussi s'affronter dans le cadre de 2 matchs de saison régulière. Le premier duel aura lieu le 18 janvier 2026 du côté de Sudbury, alors que le deuxième sera disputé une semaine plus tard du côté de Rouyn-Noranda. C'est la première fois de leur histoire que les Huskies disputeront des matchs interligues en saison régulière. À la météo, on a une petite journée de pluie aujourd'hui. En Abitibi, les températures vont atteindre 16 degrés cet après-midi. Et au Témiscamingue, il y a un risque d'orage, plus 18 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, c'est partiellement nuageux. Un 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir et du brouillard aussi cette nuit. Les averses vont se poursuivre ce soir au Témiscamingue, toujours avec un risque d'orage minimum de 10 degrés Celsius. Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve plus tard pour le TVA 18h. Bonne journée.